Oui, vous m'entendez. Bonjour, bienvenue. Bienvenue pour cette ouverture du Salon Nautique. Donc, bienvenue aussi pour surtout cette nouvelle animation donc, organisée par Eurolarge Innovation, Voile et Stratégie. Donc, Eurolarge Innovation, je vous rappelle, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est la technopole de la course au large. Donc, on fédère les entreprises et les acteurs de la course au large en Bretagne, qui représentent quand même 80% de ce secteur au niveau national, donc 1000 emplois induits. Il n'y aurait pas d'économie de la course au large s'il n'y avait pas d'annonceurs, s'il n'y avait pas de course. Donc on a pris l'habitude depuis 6 ans maintenant de rassembler les acteurs, les organisateurs d'événements, les annonceurs également, pour nous donner un petit peu de visibilité sur ce qui va se passer dans les années qui viennent, faire un petit peu de prospective. L'année dernière, on avait fait, rappelez-vous, une première conférence consacrée au sponsoring en ouverture du salon la veille. Nous avons refait une conférence à l'occasion de l'Avor cet été à Lorient. On a pu voir s'exprimer des gens comme Ken Rind qui nous ont donné une autre image de l'économie de la course au large. Cette fois-ci, on a réussi à réunir autour de 2 tables rondes les organisateurs des principaux événements de course français. On a un certain nombre de nouveaux entrants, comme ASO par exemple. Il est important que ces gens déjà réussissent à discuter. Donc on est très très heureux qu'ils aient tous accepté notre invitation et nous donnent un petit peu de visibilité sur ce qu'ils anticipent dans les années qui viennent, les 2 années qui viennent en particulier. Voilà. L'animation de cette conférence est confiée donc à Pierre-Yves Lautroux, donc journaliste et marin. Et je vais lui laisser la parole sans tarder. À la fin de cette conférence, qui devrait se terminer vers midi, nous aurons un petit cocktail qui se fera sur le Nautique Café. Il est important que vous gardiez vos badges pour pouvoir rentrer au Nautique Café pour ceux qui n'ont pas une accréditation par ailleurs. Bonne conférence. Merci Yann. Alors, je dis tout de suite à mes invités que je ne vais pas tarder à vous présenter, à nos invités, qu'il faudra parler bien fort, parce qu'il y a un brouhaha, on est en plein milieu du salon, il y a quand même un joli brouhaha, et vous devez avoir 3 micros pour 4. Voilà. Et vous le passerez entre vous sans difficulté. Alors, je vous présente rapidement les intervenants de cette première table ronde, consacrée aux stratégies et aux réflexions autour de la stratégie à mettre en œuvre pour les organisateurs d'événements liés à la course au large. Je vais faire dans l'ordre de présentation. Nous avons Gilles Curie, qui est le directeur sportif des événements de Penvic, qui est le premier organisateur de course de France, avec la Route du Rhum, les Transats, quasiment tout le circuit du Figaro aujourd'hui. Juste à côté de lui, nous avons l'un des vice-présidents de la Fédération française de voile, Henri Bacchini, qui est en charge de tout le secteur habitable, et tout à l'heure il m'a dit en rigolant, et aussi du calendrier. Donc c'est l'homme de la situation. Je vois juste à côté de lui le monsieur qui fait oui de la tête, c'est Laurent Lachaud, qui est directeur du marketing d'ASO, donc qui a maintenant organisé pour la première fois cet été le Tour de France à la voile, et sur lequel on reviendra au cours de nos discussions. Et puis juste à côté de lui, un ancien organisateur du Tour de France à la voile, Manfred Ranspacher, qui aujourd'hui organise des courses de classe 40 comme la Normandie Channel Race, des semaines, la Normandie Sailing Week en Normandie justement, qui va bientôt organiser le Mondial J80 à Marseille, et qui vient aussi de décrocher la direction sportive de la Transat Jacques Vabre. Voilà, j'ai pas fait d'erreur, je vous ai à peu près bien présenté. Donc on a un beau panel de courses et d'organisateurs aujourd'hui. Alors j'ai une première question qui va être assez simple parce que malgré tout, c'est l'organisation de course au large, pardon, c'est un secteur que on connaît tous pour le pratiquer, mais qu'on ne connaît pas forcément très très bien du point de vue économique. Est-ce que chacun à votre tour, de manière peut-être assez rapide, vous seriez capable de nous faire, de votre point de vue, un état des lieux de ce secteur-là? Quelles sont ses principales caractéristiques aujourd'hui? Un peu de macroéconomie pour commencer. Alors je ne sais pas qui est-ce qui veut s'y coller en premier. Peut-être Gilles qui représente Penvic, l'un des principaux organisateurs de course aujourd'hui. Alors juste, je précise, Gilles s'occupe de la direction sportive, c'est un ancien coureur au large, mais tu as aussi un passé, un actif comment je pourrais dire ça, t'es diplômé d'HEC, tu t'es occupé d'organisation de course, tu travailles avec Mark Turner, voilà, tu connais un peu la musique de ce point de vue-là aussi. Oui, effectivement. Je dirais qu'il y a quand même un modèle qui est répliqué sur l'ensemble des épreuves, c'est Alors parle bien, vraiment bien. Voilà. Le modèle économique
passe par plusieurs éléments. Le premier, c'est évidemment un partenaire titre. C'est le plus difficile. Après, il y a une partie de l'argent des collectivités. Il y a les entrées, les frais d'inscription des coureurs. Et c'est ce modèle économique-là qui permet aujourd'hui d'organiser une course. Mais en fait, derrière se déclinent d'autres éléments. Et on pense principalement à tout ce qui est opération RP. C'est pour ça qu'on a mené une réflexion chez Pan Week depuis maintenant 1 an et demi. Et d'où le décalage des dates, par exemple, sur la solitaire du Figaro, sur lequel on reviendra tout à l'heure. D'accord. Mais du point de vue du secteur global de l'organisation de course, tu dirais que c'est quoi? C'est un secteur qui va bien, qui se pose des questions, non, qui est mature? C'est un secteur, qui est mature, qui se contracte, clairement. Donc les modèles économiques doivent être revus. Il va falloir innover dans les mois et les années à venir. Et aujourd'hui, on se rend compte quand même que c'est un monde d'opportunités. On a des nouveaux entrants. On a aussi des nouveaux territoires à explorer. C'est des choses sur lesquelles on travaille actuellement. J'étais assez loin à l'autre bout du monde justement pour étudier différentes idées qu'on va sans doute mettre en place dans les années à venir. D'accord, on va en discuter juste après. On continue dans cet ordre-là. Henri, toi qui, depuis ton poste de vigie fédéral, comment tu vois ce secteur économique-là? Dynamique mais complexe. Je crois que c'est la gestion de la complexité et puis c'est la difficulté de faire des choix, des classes et des coups de bateau qui sont parfois très très onéreux, qui montent. C'est toujours, on est un sport mécanique et la maîtrise des coûts de l'engin, c'est quelque chose de très important. Et je crois que les classes relativement sages, on prendrait une, la classe Figaro par exemple, dans laquelle la course à l'armement est limitée, et ce qui lui permet d'assurer une flotte pérenne et monotype, donc une lutte à armes égales qui sécurise énormément le dispositif. D'autres classes, par contre, sont très très inflationnistes et on sait à chaque fois que dans notre histoire de la voile, toutes les jauges qui ont été inflationnistes se sont toujours arrêtées. Alors, tu attaques dans le dur tout de suite. Qu'est-ce que ça représente la course au large pour la Fédération française de voile aujourd'hui? Un élément très fort de son dynamisme et une volonté très forte de le porter. Aujourd'hui, nous avons un nouveau président de l'ISAF qui est lui-même un marin. Et là, je crois qu'on a une opportunité énorme de plus être les petits derniers de la classe sur le plan international, mais de peser de tout le poids. Et je crois que la France peut apporter une expérience énorme, ou en tout cas à toute l'Europe de l'Ouest pour commencer, mais peut apporter une expérience énorme et développer véritablement ses pratiques, parce qu'aujourd'hui, on sait que le grand public, c'est vers ça qu'il est attiré, c'est ça qui fait encore rêver les gens, et que la course sérieuse, sur des petits parcours qui durent 30 minutes, bon. Pourquoi tu dis course sérieuse? Parce qu'il y a un caractère de sérieux et de sérieuxité. Je crois qu'on rigole moins dans la voile olympique qu'on rigolait il y a 30 ans. Très bien. Laurent Lachaud, votre vision de ce secteur-là aujourd'hui, vous qui êtes l'un des nouveaux entrants. Oui, et peut-être justement le moins bien placé pour pouvoir avoir un avis d'expert. Donc moi, je vais pas. Alors parlez bien fort dans le micro. Oui, je vais pas du tout Merci. Je vais pas du tout m'exprimer sur le côté technique. Ce qu'on peut constater comme nouvel arrivant, effectivement, comme vous le dites, c'est que d'abord, la voile, ça reste quelque chose de très attractif parce que les valeurs liées à la voile de manière très brute, comme ça, pour le grand public, restent des valeurs très fortes en termes de reconnaissance, en termes de pureté, en termes d'esprit d'aventure. Enfin, il y a beaucoup de choses qui restent immuables et on s'en est vraiment rendu compte, nous, en arrivant dans cet univers. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce sport, malheureusement, il est d'une complexité absolument effroyable pour le grand public. C'est-à-dire qu'on est saisi par la beauté des images, par la difficulté d'un Vendée Globe, mais alors mettre dans un ranking ou pouvoir évaluer à peu près entre ce qui se passe, les courses en équipage, les courses en solitaire, les courses au large, les courses autour du monde, enfin, c'est extrêmement compliqué. La Coupe América, qui d'une édition à une autre change en permanence, les gens ont besoin de repères simples. Et vraiment, on s'en rend compte, nous, dans nos quotidiens, de nos 5 grands événements, que sont le vélo, les courses de running, le Dakar, le golf ou maintenant la voile. Les gens ont besoin de repères simples. Donc, nous, aujourd'hui, ce qu'on essaye simplement de comprendre, c'est comment cet univers peut être vertueux avec les collectivités. On en a parlé, c'est très important. Je pense qu'on va en reparler ce matin. On ne peut rien faire si on n'a pas les villes avec nous. Peut également être vertueux pour les partenaires qui viennent. Et il faut tout de suite qu'on ait des outils de mesure pour permettre aux partenaires de pouvoir avoir un payback, avoir un retour sur investissement. C'est absolument fondamental. Et enfin, et j'aurais dû commencer par là,
faire en sorte que le spectacle sportif soit beau. Et s'il est beau, ça veut dire qu'on a des instances fortes qui donnent des outils forts et beaux et compréhensibles. Donc il faut que les bateaux soient lisibles, entre guillemets, et qu'on puisse aller les toucher, qu'on puisse les voir. Et il faut que les équipages servent tout le côté chevaleresque des grandes plumes, comme on en a certains dans cette assemblée, peuvent après narrer toutes ces histoires-là. Voilà. J'ai fait une longue digression, mais c'est important de comprendre que la voile, pour nous en tout cas, ce qu'on en comprend, c'est qu'il ne faut pas aller dans des choses trop pointues, trop techniques, sinon on se perd et on n'arrive pas à pouvoir retranscrire. Et quelle analyse vous faites de ce secteur-là en tant que marché? Ça vous semble qu'il y a encore des opportunités, que c'est un marché en train de se restructurer? Comment vous le jugez du point de vue économique? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pense que la tendance de ce salon ne va pas aller à l'encontre du marché tel qu'il existe aujourd'hui. On est dans une morosité économique. On a maintenant en plus des attitudes induites qui sont plutôt des attitudes défensives pour ne pas dépenser. Pour autant, tout ce que j'ai expliqué précédemment est là pour dire que si effectivement on peut démontrer avec des instruments de mesure précis que le payback il est là, on peut convaincre des gens de venir. On y va avec beaucoup de modestie et d'humilité parce que c'est pas si évident que ça du tout. Mais on aura sur le Tour 2013, on va certainement en reparler, un certain nombre d'innovations justement pour permettre à des marques de s'exprimer, pas uniquement autour du seul contexte sportif. Il faut aussi aller voir les gens un petit peu en dehors, mais dans le contexte d'une marque qui s'appelle le Tour de France à la voile et qui doit amener de la joie, effectivement. Je pense que là, je suis entièrement d'accord avec Henri. Les gens ont besoin de sourire, ils ont besoin de pouvoir s'amuser, ils ont besoin de pouvoir rêver. Et c'est tout ça que l'univers de la voile aujourd'hui, là pour le coup, l'euro investi, il revient vite, entre guillemets. Et c'est important parce que les univers sportifs de cette nature, il n'y en a pas tant que ça. Manfred, à ton tour, comment tu analyses aujourd'hui ce secteur-là? Toi qui n'es pas un nouvel entrant, mais ta structure est relativement récente et croît assez vite. Comment tu juges ce secteur-là? Moi, je dirais deux choses. Il y a effectivement le contexte général est assez contraint, ça c'est une évidence. Il y a une évolution qui va vers le resserrement des structures depuis 2-3 ans. Il y a une évolution que j'appellerais, on est passé un peu d'une phase romantique de l'organisateur à une phase un peu plus rationalisée. C'est vrai que, en particulier avec le resserrement des budgets dans les collectivités locales, qui sont un facteur très important dans ce marché, il est rare qu'il n'y ait pas une collectivité locale derrière un projet. C'est souvent de la volonté d'une collectivité locale que naît un projet. On sait que les finances sont très restrictives, en particulier à cause des gels des dotations de l'État. Donc, on passe d'une phase où il y a des projets plus ou moins crédibles qui étaient lancés souvent avec peu de pérennité, à une phase de resserrement où effectivement c'est un secteur qui, comme tout secteur économique, a des clients, ne peut vivre sans la satisfaction de ses clients. C'est un langage un peu banal, mais c'est quand même une réalité. Aujourd'hui, il faut dans chaque projet que les partenaires s'y retrouvent, que les collectivités s'y retrouvent, que les coureurs s'y retrouvent. Il y a une exigence de retour qui est beaucoup plus forte. Et c'est ce qui a d'ailleurs largement, à mon sens, expliqué le resserrement du nombre de structures qui travaillent sur ce secteur. Alors après, une fois qu'on a dit ça, il reste des belles opportunités. Il y a des événements qui ont une histoire, comme le Tour de France à la voile, la Figaro, les grands événements de course au large. Donc ces événements-là, pour peu qu'ils soient bien gérés, ils vont continuer à vivre. Et puis il reste des opportunités aussi qu'il faut aller chercher. Je pense par exemple au projet qui s'est créé au Moyen-Orient, la Sailing Arabia, depuis 2 ans, qui est une espèce de Tour de France version Golfe Persique et Oman, qui est un bel exemple d'innovation sur une idée de base qui est une idée fondatrice, celle du Tour de France à la voile, dans un contexte nouveau, avec des nouveaux acteurs. Donc on peut toujours, à partir du moment où la démarche est sérieuse, on peut toujours avancer, on peut toujours faire des choses. Alors justement, je voudrais peut-être qu'on fasse un focus rapide sur l'étranger, ou plutôt qu'on élargisse notre focale pour le coup. Est-ce que vous, dans vos postes respectifs, vous regardez beaucoup ce qui se fait à l'étranger? Et est-ce qu'il y a en même temps, pour ce qui est de l'organisation, on sait que pour la pratique de la voile, le solitaire est une spécificité française. Et est-ce qu'il y a aussi en termes d'organisation d'événements une spécificité française? Alors moi j'aurais tendance à dire, oui, il y en a une, c'est la foule. C'est exceptionnel et c'est une spécificité française.
Du coup, est-ce que ça donne une façon d'organiser particulière, un modèle économique particulier? Est-ce que vous faites un peu de comparaison comme ça? Je reviens avant Pindwick de 4 ans chez Mark Turner, comme tu le disais. C'est clair qu'aujourd'hui, aux 4 coins du monde, les villes réaménagent leurs littoraux. Et du coup, ils ont besoin de faire vivre ces réaménagements urbains. Et donc, il y a un certain nombre de villes qui aujourd'hui ont une demande d'événements nautiques de par le monde pour s'adapter à ce réaménagement. Je pense à Cardiff, je pense à Lisbonne récemment il y a une dizaine d'années. Et ce sont des marchés porteurs. Donc il faut savoir aussi leur proposer des produits parce que comme disait Laurent, il faut arriver aujourd'hui avec un produit marketing ficelé. On ne peut pas arriver en disant en vendant du rêve, en vendant qu'un événement sportif. Une ville de toute façon ou une collectivité, c'est pas ce qu'ils attendent. Ce qu'ils attendent, c'est un événement sur la phase pré-départ. C'est une fréquentation du public, c'est aussi l'électorat, il faut s'en rappeler. Hein. L'électorat, c'est ça, hein, les électeurs. Oui. Souvent les villes nous disent de toute façon, nous, il faut qu'on convainc notre électorat pour investir autant d'argent. Donc il faut arriver avec des chiffres, il faut arriver avec un produit marketing ficelé. Et c'est à partir de là où effectivement on peut démarrer un projet. Donc peut-être qu'avant même de mettre le projet sportif, qui est finalement qu'un outil marketing, il faut déjà avoir une vision globale. Qu'est-ce qu'on fait au départ? Qu'est-ce qu'on fait pas dans la course, évidemment, le projet sportif, et après à l'arrivée. Voilà. Et donc c'est un projet global à présenter aux villes et à des partenaires, évidemment. Des remarques sur ce comparatif France-étranger et sur le rôle, ça fait 2 fois qu'on en parle, sur le rôle des collectivités locales, on y revient juste après. Oui, il y a un vrai savoir-faire français. C'est vrai qu'on a quand on regarde le paysage européen, en Angleterre, en Espagne ou en Italie, il y a quand même un savoir-faire en France sur les grands événements, en particulier dans la recherche du public. On est frappé de voir que, à part peut-être la semaine de cause, tous les grands événements en Grande-Bretagne ou ailleurs ont quand même peu de public. Ils sont dans des créneaux de marketing assez restreints et qui ne sont pas aussi larges qu'en France. Donc la France a quand même une richesse là-dessus, une expérience qui peut peut servir de point de départ pour exporter effectivement des projets. Et on est souvent, moi je vois souvent frapper en Italie, en Espagne, par exemple, voir à quel point la clientèle est quand même réduite par rapport à ce qu'on voit en France. Je crois qu'on a surtout la chance de vivre dans un pays absolument extraordinairement beau et propice, en plus en termes de conversion de temps. Le fait de pouvoir partir des côtes de Dunkerque, de descendre, de pouvoir longer la pointe de la Bretagne, redescendre et ensuite transporter les bateaux, je parle pour le Tour de France à la voile, et d'avoir ce parcours méditerranéen, c'est quelque chose d'époustouflant. On a doublé le nombre de diffuseurs et le nombre de pays qui ont diffusé le Tour de France à la voile cette année, c'est pas pour rien. Alors, la patte d'ASO, c'est effectivement de savoir aussi capter et produire les images, les diffuser, mais aussi après avoir les ayants droit qui peuvent trouver des créneaux pour pouvoir passer tout ça. Mais on a vraiment cette chance, et je le dis haut et fort, d'avoir en France ce terreau naturel extraordinaire. Alors, c'est évidemment notre quotidien sur le Tour de France cycliste, avec cette dramaturgie, les Alpes, les Pyrénées, et puis toute cette variété de paysages. Mais je pense que les côtes françaises sont aussi une opportunité extraordinaire. Alors, en plus, il se trouve, et si on parle d'international, qu'on aura la chance, et je pense que on va suivre à midi avec l'annonce du parcours 2013, on a la chance d'avoir des pays limitrophes exceptionnels, avec des côtes fabuleuses, et où là on peut créer aussi des opportunités. C'est là aussi une des expertises qu'on a développées sur le Tour de France cycliste, avec maintenant des grands départs qui partent de grandes capitales européennes. Donc voilà, je pense que c'est tout ça qui s'appuie, alors là, sur une des particularités que sont les collectivités, qui est à prendre en compte. Et après, il y a l'échelle de temps qui est important. Les diffuseurs aujourd'hui ne peuvent plus diffuser des événements d'une durée trop longue, donc il faut faire des programmes ramassés, courts, dynamiques. On est maintenant dans la consommation instantanée de l'info, et il faut absolument être dans cette compréhension-là, dans cette lecture-là de la façon dont le sport doit être diffusé. Henri, une remarque? Je te voyais sourire et approuver le discours de Laurent. Oui, je crois que ce qui est intéressant toujours, c'est de raconter une histoire d'homme, parce que je crois que les machines, c'est bien, mais les machines ne servent que des hommes. Donc, au niveau de
nous, Français, on a une grosse spécialité qui est la course en solitaire. La course en solitaire qui, dans l'esprit international des marins, on ne va pas se le cacher, est quelque chose de quasiment impossible avec certaines convictions. Je crois qu'un officier de marine marchande a toujours du mal à transgresser les règles internationales. Donc la France a une grande spécialité là-dessus. On essaie de la partager. On dit des gens, ils viennent doucement. Il faut toujours améliorer les règles de sécurité. Je souscris complètement à ce que vient de dire Laurent, à savoir des grandes collectivités. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une organisation du pays qui le permette. Donc, dans les pays de la pointe occidentale de l'Europe, l'Allemagne peut se le permettre. Kiel est un exemple. Kiel, 3 millions de visiteurs depuis plus d'un siècle. Une épreuve extraordinaire, un festival culturel fantastique, où la voile domine, mais qui est aussi un grand festival culturel. Par contre, chez les Britanniques, l'organisation de l'État ne leur permet pas. Les collectivités locales et même les comtés ont très peu d'argent. Donc tout est centralisé par la couronne. Donc l'organisateur britannique, à moins d'être totalement indépendant, mais il ne pourra pas s'appuyer sur les collectivités locales qui n'ont pas de marge de manœuvre. Les Espagnols, jusqu'à présent, avaient, par les régions, des grosses capacités. L'Espagne est en grosse difficulté. Les Italiens, je crois, représentent un réel potentiel. Mais il va falloir partager de plus en plus avec nos voisins pour pouvoir rebondir et accélérer. Et je crois qu'aujourd'hui, Oman est un bel exemple d'un pays qui a choisi de populariser ce sport, qui a choisi de faire comme on le fait sur les côtes françaises, faire la voile aux enfants, la voile scolaire. Les garçons, les filles à Oman font de la voile. C'était un vieux peuple de marins. C'est eux qui étaient les transporteurs de l'océan Indien pendant des siècles. Ils ont choisi de retrouver leurs racines et ils abordent tous les sujets de la voile, mais pour les Omani, en travaillant avec la compétence occidentale. Et je crois que là, c'est un énorme pari. Et je crois qu'il y a d'autres pays qui vont pouvoir partir sur ces projets-là. Donc, on doit être assez prosélyte. En fait, il ne faut pas être replié sur soi. Il faut aller vers les autres. Alors, je voudrais qu'on reste un petit peu sur les collectivités locales parce que, comme l'a assez bien raconté Gilles, ça a l'air d'être le client initial, en fait, si je ne me trompe pas. Alors, Manfred, toi qui as défriché un peu la Normandie, où il y avait quand même moins classiquement des épreuves que dans d'autres régions françaises. Comment tu vois cet interlocuteur-là? C'est la première pierre de la maison? C'est comme ça que ça fonctionne? La Normandie, c'est un bon exemple. C'est vrai que c'est un territoire qui a moins d'activité au départ par rapport à d'autres zones historiquement fortes comme la Bretagne, mais aujourd'hui il y a une politique très volontariste des collectivités en Haute et en Basse Normandie pour développer à la fois l'outil portuaire, développer l'activité de plaisance, avoir une démarche forte à travers des grands événements. Et c'est toi qui es allé les voir? Ou tu t'es dit je voudrais créer une épreuve? À quel endroit ça serait C'est interactif, il y a des stratégies qui sont définies, il y a des opportunités d'événements. J'ai pas tout créé, les collectivités ont besoin aussi des organisateurs, c'est un échange. Et surtout, il faut travailler dans la pérennité, ce qui manque souvent dans les événements. Et moi, je suis très attaché à cette notion de pérennité. Je préfère être plus modeste au départ, mais travailler dans le temps et être sûr que un événement concret va être là dans 5, 10 ans, etc. Et d'autant qu'il y a une prime, on voit que dans l'événementiel, il y a quand même une prime à l'ancienneté. On sait qu'un événement qui peut durer, généralement se bonifie avec le temps. Et aujourd'hui en Normandie, enfin je travaille pas qu'en Normandie, mais en Normandie il y a quand même un beau paysage aujourd'hui. Il y a une très grande course au large avec la Transat Jacques Vabre. Il y a des événements type rassemblement avec la Normandie Sailing Week. Il y a des beaux projets de course au large en classe 40. Il y a des développements portuaires. Aujourd'hui c'est une région qui a de moins en moins de complexes à avoir vis-à-vis d'autres. Sur toutes de la Bretagne, mais encore plus de ces vis-à-vis britanniques. Et c'est une chance pour la région d'ailleurs, parce que ça reste le premier pôle mondial quand même de la voile à 90 000. Quoi. Laurent Lachaud, vous qui avez chez AESO une grande expérience des négociations avec les collectivités, j'imagine, avec le Tour de France, les mêmes choses, c'est le partenaire clé de départ. Il n'y a pas de collectivité, il n'y a pas d'événement. Ouais. Vraiment, absolument. Et moi, je retiens de ce que vient de dire Manfred qu'effectivement, il faut être
témoin de l'histoire qu'on transmet. À ESSO, on a des événements centenaires dont nous ne sommes que les dépositaires temporaires, et ces événements, ils ont une vie et ils évoluent. Le Tour de France à la voile va fêter son 35e anniversaire. C'est très important de capitaliser sur effectivement l'histoire, de savoir d'où on vient. Et je pense que à partir de là, on est dans une économie où les régions, les villes, les collectivités ont besoin effectivement de pouvoir offrir des histoires, mais aussi d'être complètement en accord, c'était la remarque de Gilles tout à l'heure, sur la façon dont les citoyens perçoivent justement ce que la ville fait pour eux. Et il y a aujourd'hui des courants politiques importants. Un maire, un député, il est élu avec un certain nombre de courants. Et tout ce qui touche au développement durable, mais aussi au déplacement durable, à toute cette notion importante du citoyen dans la vie, la voile est complètement dans cette droite ligne. Le Vendée Globe voilà, est une épreuve qui a été portée par une région avec beaucoup d'énergie, parce qu'elle correspondait à des valeurs qui incarnaient cette région. Et cette région vit aujourd'hui dans le monde grâce notamment à la façon dont le Vendée Globe l'a fait surgir. Donc nous, c'est complètement obligatoire. Le parcours, on ne peut pas le faire sans les villes, mais il faut aussi qu'on soit dans cette mesure précise, là aussi, de sommes demandées par rapport à ce qu'on peut servir en termes de retour sur investissement pour les villes. Et on est dans cette très très fine analyse permanente, parce qu'on est une entreprise privée qui doit faire des profits, et on doit aussi pouvoir être comptable de tout ce qu'on livre, puisque ce mot est très important chez nous, ce qu'on livre aux collectivités. Gilles, toi qui as la double expérience française et anglaise, c'est la même, de ce point de vue-là, c'est la même culture. Une collectivité locale, c'est un lieu et des interlocuteurs, mais c'est le client de départ. Oui, on peut aussi avoir un partenaire titre, et puis avec le partenaire titre, on définit une stratégie, et puis on lance après, on va dire, un appel d'offres auprès de différentes villes. De toute façon, aujourd'hui, les villes sont de plus en plus sollicitées, donc on est sur un marché concurrentiel. Il nous est arrivé d'aller dans des villes et de voir sur les tables 4 ou 5 dossiers différents de confrères. Donc c'est là où... D'événements nautiques ou d'autres d'événements nautiques, je parle, oui. Oui. Je pense à Nice récemment pour les Extrêmes 40 par exemple, ou Bordeaux pour la solitaire du Figaro Éric Bompard-Cachemire. Bordeaux, je crois qu'ils avaient 3 propositions de course sur la table, c'est ça, hein? Donc c'est là où il faut savoir adapter son discours et venir déjà avec un projet solide, comme je le disais tout à l'heure. À partir de là, effectivement, si on a une histoire avec la solitaire du Figaro, ou en tout cas si on sait amener un historique avec soi, c'est sûr que ça aide pour convaincre une ville. Alors, on a parlé des collectivités locales, on a parlé de l'expérience de l'étranger. Je voudrais qu'on parle ensuite d'un vieux débat qui intervient quasiment chaque année. Je vois Henri qui sourit, ça va être son tour. On a parlé tout à l'heure de la lisibilité, qui est quand même quelque chose de relativement important. J'ai une question toute simple, peut-être assez compliquée pour la réponse, mais en tout cas simple à la base, c'est est-ce qu'il n'y a pas trop de courses en France? Vous allez répondre chacun à votre tour. Alors, il y a au calendrier... Alors, le responsable du calendrier. Au calendrier de la fédération, il y a 7800 courses cette année d'inscrites. Il y a 1400 courses de grade 4 et au-dessus, c'est-à-dire qui ont déjà une vocation interrégionale, déjà d'un bon niveau sportif, 1400. Et on a une dizaine d'épreuves qui seront de niveau mondial cette année en France. Donc on voit qu'on a un calendrier hyper dense. La logique du calendrier fédéral se heurte parfois à la logique du calendrier ISAF qui, lui, sur la course au large, est très très restreint, mais sur lesquels nous n'avons assez peu de pouvoir. Donc là-dessus, il faudra qu'on travaille beaucoup plus avec l'ISAF, et je pense qu'avec Carlo Croce, le nouveau président, je crois que ça va être plus facile de travailler qu'avec notre ami suédois qui nous parlait jamais et qui était assez muet. Donc là, ça va être plus facile. Et puis ensuite, il y a les classiques qui sont protégés dans le calendrier. Donc nous, fédération, ce que nous souhaitons toujours, c'est protéger les événements, les grandes classiques. Et que les grandes classiques, que le Tour de France, je vais prendre un exemple tout simple, que le Tour de France à la voile ne chevauche pas les dates de la solitaire du Figaro et inversement. Parce que là, on va vers l'état zéro. C'est-à-dire que le grand public peut comprendre qu'il y a des courses en équipage, qu'il y a des courses en solitaire, mais il ne comprendrait pas qu'on fasse partir la Top Gun course en solitaire en même temps que la Top Gun course en équipage. Donc ensuite, il faut définir les niveaux. Donc là-dessus, cette année, la fédération s'y est beaucoup attelée pour dire, parce qu'il y a parfois de l'usurpation. Quelqu'un va vous dire, mais moi, j'ai fait une épreuve sur tel support, c'est une épreuve de niveau international. Elle ne l'est pas. Nous, on sait qu'elle ne l'est pas. Mais le grand public va s'y perdre, la collectivité qui est contactée va s'y perdre.
et on peut très bien lui vendre un sous-produit très cher. Et là, on aura des collectivités qui vont être déçues. Donc, la base, l'histoire, le poids, et puis laisser les grandes classiques se développer. Et puis, ceux qui viennent créer, ils se créent dans les créneaux. Et puis, à chaque fois, de pas de chevauchement. Un petit arbitrage cette année. Je dis petit parce qu'il s'est très bien fait, cet arbitrage, pour la saison 2013. Le départ de la Mini était un moment envisagé assez tard. On s'est aperçu assez vite, ensemble, qu'elle allait tomber en même temps que le départ de la Jacques Vabre. On ne fait pas deux événements qui vont sortir, un de la Manche, l'autre qui va partir de la Pointe de Bretagne, quasiment en même temps. C'est pas pensable. Donc on a avancé avec l'organisation avec Gwen Chapalin et toute son équipe et Olivier Avram, la classe Mini. On a avancé le départ à la mi-octobre, ce qui fait qu'on aura deux événements qui seront séquencés et on ne va pas perdre l'intérêt pour le grand public. Chacun après fait son marché. Il y en a qui sont supporters du PSG, d'autres de l'OM, d'autres qui supportent le Stade Brestois. Chacun à son niveau, mais chacun, le grand public va y trouver son intérêt. Oui, pour rebondir là-dessus, hier j'étais à une réunion de l'ISAF, donc l'autorité internationale, sur justement l'orchestration du calendrier. Il faut bien comprendre qu'un organisateur, il est propriétaire, ou en tout cas il essaye de défendre son slot. C'est comme une compagnie aérienne, il a son slot d'atterrissage sur un aéroport. Nous, on a notre slot dans le calendrier, il faut le défendre. Et il faut raisonner à l'échelle internationale sur les courses océaniques. Donc hier, on voyait, il y a la Velux, il y a la Global Ocean Race, il y a la Route du Rhum, il y a le Vendée Globe. Et tout ça doit s'orchestrer, sachant que l'organisateur a ses contraintes, parce que d'abord, la ville départ souhaite organiser, pas dans des vacances scolaires, un départ ou une arrivée. Un sponsor, un partenaire peut avoir ses propres contraintes, l'organisateur aussi, parce qu'il organise d'autres épreuves. Et à la fin, tout ça doit se conjuguer pour arriver à faire quelque chose d'à peu près cohérent. La Solitaire du Figaro 2013 ne va pas se superposer avec le Tour de France à la voile. Et on essaye comme ça de conjuguer. Bon, il y a d'autres courses qui vont se superposer. Je pense à la Route des Princes, on en reparlera peut-être tout à l'heure. C'est des problématiques qui se posent, mais malheureusement aussi, il y a aussi la multiplicité des supports. Et il faut reconnaître que la voile, c'est 15 avril, 15 octobre ou 1er novembre pour la Route du Rhum. En dehors de ça, en plus sur des courses océaniques, il y a la climatologie ou l'océanographie. On n'envoie pas les bateaux traverser pendant une période cyclonique ou dans les 40e en plein hiver austral, quoi. J'y rajoute un élément qui est pour nous absolument fondamental et qui est la pierre angulaire, qui sont la capacité des diffuseurs, quels qu'ils soient, de tout type de médias. Alors évidemment la télévision en premier, mais la presse écrite, la radio, puis maintenant le web. L'année 2012, quand il a fallu placer, entre guillemets, le Tour de France à la voile dans un contexte d'Euro, de Jeux Olympiques et de je sais plus quoi, c'est compliqué. L'élection. Voilà, le temps utile qu'un diffuseur peut vous consacrer indépendamment des droits qu'il veut bien pouvoir payer éventuellement, on n'en parle même pas. Ça, c'est très compliqué. Et la pierre angulaire, elle est là parce que, évidemment, tous les acteurs dont on a parlé, les collectivités, les sportifs, les partenaires, le juge de paix, ça va être les retours sur investissement en termes de médias et la diffusion. Donc il faut avoir tous ces éléments en tête, c'est-à-dire tout ce qui a été énoncé, plus effectivement le mapping de la façon dont l'événement va être distribué. Manfred. Bon, est-ce qu'il y a trop d'événements? Je ne sais pas. Pour l'instant, personne n'a répondu oui ou non. Alors, je constate. Hein. Mais je vais revenir à la charge. Est-ce qu'il y a trop d'événements? Je pense que de toute manière, ça ne sert à rien de se poser la question de savoir s'il y en a trop. On est dans un monde de liberté, donc non, je veux dire pour la réponse. Donc, si des gens veulent créer des événements, ils pourront toujours le faire. Après, l'organisation de tout ça et la fédération de tout ça, c'est effectivement important. Il y a beaucoup d'événements parce que c'est un sport qui est multiple. Donc, on le disait, c'est difficile. Si on prend le football, il y a un championnat national, c'est clair, c'est simple. Tout le monde fait la même chose, tape dans un ballon, c'est assez clair. Nous, on a du solitaire, de l'équipage, des petits bateaux, des grands bateaux. C'est aussi la richesse de ce sport. Il y a des grands et des petits événements. Les grands événements ont besoin des petits événements. Cette masse des événements dont parlait Henri, on en a besoin pour créer de l'envie et faire de la détection. On a besoin de tout ça. Donc après, il faut être modeste et essayer de effectivement dégager des grandes lignes sur les événements, parce que là, on parle surtout des très grands événements et dégager des lignes directrices en solitaire, en équipage, avoir un fil à peu près cohérent et lisible pour les médias.
qui s'intéresse de toute manière, qui ne s'intéresse pas à tous les événements. Donc à partir de là, il faut effectivement faire ce travail minimal, modeste de coordination des grands événements. Et pour le reste, la diversité, elle est là, elle existe. Je pense que ça ne sert à rien d'essayer de la contraindre. Et vous avez le sentiment que ce travail de coordination ou de régulation est mené de manière suffisamment approfondie? On a encore eu l'année dernière la solitaire du Figaro pendant l'étape française de la Volvo Ocean Race. On a eu les modes pendant le Tour de France à la voile. Vous avez le sentiment qu'il n'y a pas une petite marge de progression de ce côté-là? En réalité, je vais peut-être déplaire à Henri. Il y a des tentatives d'arbitrage. Bien souvent, ça se termine en coup de poing et on passe en force. Sur la table. Ouais, coup de poing. Non, je m'entends. Parce que, en fait, où se situe l'autorité à un moment donné d'arbitrer sur des événements? Alors, si c'est des événements purement fédéraux, il y a effectivement un arbitrage fédéral. Mais quand on a, pour pas citer de nom, une course autour du monde qui veut exister pendant une route du Rhum ou autre, les deux coexistent parce que malheureusement, les deux ne peuvent pas s'entendre et il n'y a pas d'arbitrage possible au niveau international. Henri? Je suis pas tout à fait d'accord avec Gilles. Il y a toujours, je rappelle quand même si on l'exerce rarement, très rarement, parce que la massue ou le grand coup de bâton, il ne faut pas l'utiliser tous les matins, sinon on n'est pas dissuasif. C'est la force de dissuasion. Je rappelle quand même que, de par la loi, la Fédération française de voile, c'est particulier à la France, et par le Code du sport, a non seulement le droit, mais le devoir d'organiser un calendrier. Donc quand on se retrouve en télescopage, la Fédération peut demander à l'autorité maritime, elle le fait rarement, on a été une fois jusqu'à la menace. Une fois, un concurrent britannique, un organisateur britannique qui a voulu organiser une régate à Saint-Malo, on lui a donné les contraintes des réglementations françaises. Il a voulu passer outre, son épreuve n'a pas eu lieu. Donc il s'appelait Chez Blas, comme un grand monsieur de la voile. Donc c'est très rare qu'on aille jusque-là, parce qu'on essaie toujours de négocier. Je crois que ce qui est important, c'est la négociation. Mais s'il faut qu'on exerce notre pouvoir, on peut l'exercer. Et on sait parfois l'exercer. Assez rarement. Mais on intervient en collaboration avec les pouvoirs publics. Quand on veut limiter à 250 bateaux le Tour de Belle-Île, on va discuter avec l'administration maritime pour qu'on puisse faire le Tour de Belle-Île à 500 bateaux, peut-être 600 bateaux un jour. Donc on ne veut pas être limitatif, on est nous aussi dépositaires de valeurs qui nous sont transmises. On a aussi un passage à faire, et puis je crois qu'en homme libre, on chérit la mer et on y tient. Donc là, je contre un peu Gilles, mais si on veut faire appliquer les règles, je rappelle que le règlement technique de la fédération est dans l'arrêté d'organisation des manifestations nautiques. C'est très rare qu'on soit amené à le faire, mais on peut le faire. Je vais préciser ma pensée, je raisonnais au niveau international, Henri. En France, on fait ce qu'on veut. Laurent Lachaud, vous qui êtes un nouvel arrivant, quand vous débarquez dans un secteur comme celui-là, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a suffisamment de dialogue entre les différents organisateurs pour que personne ne se marche dessus, ou vous trouvez que ça mériterait une instance supplémentaire? On a un terrain de jeu principal chez SO qui est le cyclisme, qui est très compliqué, puisqu'il y a des grands tours en dehors du Tour de France, il y a d'autres épreuves, il y a des épreuves qui naissent, qui meurent, et on est effectivement dans ce jeu permanent de discussion avec les autorités internationales, l'UCI, avec les autorités françaises, la FFC. On travaille véritablement main dans la main et avec beaucoup de bonheur avec la Fédération française de voile pour justement être toujours extrêmement respectueux de la légalité et le seul vecteur, le seul critère de vérité, c'est le rayonnement de l'épreuve. Donc nous, ce sur quoi on peut agir, c'est ce rayonnement. On parlait d'héritage. Tour de France 35e édition, on a dans l'idée de pouvoir démontrer que le Tour de France peut véritablement être un point de rayonnement dans les courses à étapes de cette manière-là au plan mondial. C'est notre ambition, c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va produire pour y arriver, de manière à ce que la légitimité, elle soit irréfutable. Aujourd'hui, personne n'imaginerait d'enlever le Tour de France cycliste du calendrier comme étant la première épreuve mondiale de cyclisme. Je pense que c'est dans ce critère-là, plutôt que de demander des arbitrages aux uns et aux autres, c'est la puissance, le rayonnement et encore une fois l'écho médiatique d'une épreuve qui fait sa richesse.
Alors après, effectivement, on parlait, il y a des courses comme la Solitaire du Figaro, il y a, bon, tout ça, il faut effectivement être vigilant et faire en sorte, surtout dans des années très lourdement chargées comme celle de l'année dernière, ça va être un petit peu plus simple en 2013. Heureusement, le calendrier s'est allégé, mais bon, c'est cyclique. Donc il faut être toujours sur cette vigilance-là. Gilles a raison, il faut aller défendre un peu son bout de gras auprès des instances. Mais nous, on essaye effectivement d'être avec les gens qui sont là pour pouvoir incarner cette légalité-là, et c'est pas facile. Manfred, sur cet aspect-là de la régulation du secteur et peut-être de la coordination, on avait, lors de la précédente conférence Eurolarge à Lorient, à l'étape de la Volvo, où vous étiez, Laurent, on avait conclu l'une des 2 tables rondes sur la nécessité peut-être de créer une ligue professionnelle de la voile. Oui, je sais pas si Alors Manfred, elle est où cette ligue? Je sais pas si la voile est un secteur assez large pour avoir à la fois une ligue professionnelle et je pense qu'il faut pas couper du sport amateur. Bon, la régulation, elle fonctionne aujourd'hui. Il n'y a pas de choses choquantes. Après, c'est des entreprises. C'est un secteur concurrentiel. Il y a des moments où il y a des frottements. Je pense que de toute manière, c'est jamais intéressant d'aller essayer de chercher le voisin sur son terrain. Il faut développer des idées originales et puis à partir de là, effectivement, c'est la puissance, la qualité de l'événement l'événement fait sa propre sécurité au bout d'un moment, quoi. Donc, pour le reste, la fédération régule les éléments les plus importants et puis les choses avancent. Par exemple, quand la Solitaire du Figaro est pendant l'étape de la Volvo, l'étape française de la Volvo, c'est un épiphénomène. Non, c'est ce que j'allais dire. Je pense que le mois de juin 2012 a été une caricature ou une illustration de notre débat. C'était conjoncturel. Il y avait les Jeux Olympiques, il y avait l'Euro, il y avait la Volvo. Je crois qu'on s'est aussi chevauché un petit peu avec le Tour de France à la voile. C'est certain que c'est pas idéal et c'est dans l'intérêt d'aucun des organisateurs. Donc c'est pour ça que de toute façon on est capable de se parler et on se parle et autour de cette table et par ailleurs. Après, et comme on est sur un marché concurrentiel, à un moment donné, effectivement, il faut pousser un peu des épaules, mais c'est dans l'intérêt de personne. Alors, une dernière... Tu voulais ajouter quelque chose Oui, un petit exemple d'une régulation, la classe 40, qui souhaite faire une transat par an. Quand un organisateur nous annonce une deuxième transat quelque part, on leur dit, attendez là... Moi, j'appelle la classe 40, on échange ensemble et on fait en sorte de protéger un événement. Bon, ça se fait discrètement, on ne fait pas les pages des journaux. Je crois que nous, moins on parle de nous, mieux on se porte. Mais ça se fait dans la grande discrétion. Mais ça marche pas quand même. Ça marche pas toujours. Il y a eu une année où il y a eu une Solidaire du chocolat 15 jours avant une Transat Jacques Vabre. Parce que l'événement était monté dans un grade insuffisant. Si vous faites un événement en grade 5, c'est du niveau régional, donc ça n'arrive pas sur nos tablettes, quoi. Donc il faut qu'on le découvre. Mais je peux vous assurer que les cadres de la fédération fouillent sérieusement dans toutes les astuces du calendrier pour trouver s'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de nous faire un petit dans le dos. Alors, une dernière question, parce que l'heure tourne et on avait commencé avec un petit peu de retard. Même chose, une question à laquelle j'aimerais que chacun d'entre vous réponde. Comment, si on doit faire un peu de prospective, qu'est-ce qui va le plus changer dans vos métiers d'organisateur de course au large dans les prochaines années? Qu'est-ce qui va être le facteur le plus... Moi, je ne donnerai pas un axe de développement, mais c'est juste une idée principale, c'est savoir innover sur les parcours, savoir innover sur les moyens de suivi. Donc si je reprends Pinduic, le parcours cette année on part de Bordeaux, on va vers la péninsule ibérique, on va faire un parcours très méridional. On a innové cette année en embarquant les iridiums, par exemple, sur les Figaro pour permettre des lives. Il faut continuer en permanence. De toute façon, comme le marché est concurrentiel et comme il y a quelque part un certain tassement et un risque de lassitude par rapport à toute la panoplie d'événements qui existent, il faut continuer d'innover. Je crois que chez Pinduic, il y a cette prise de conscience, il y a cette réflexion et on essaye d'avancer vite là-dessus. Et dans tous les domaines. Pour moi, l'effort important, mais qui se traduit aussi par d'avoir l'information la plus rapide possible et la plus précise possible. Que ce que notre société n'accepte plus, c'est l'absence de sécurité. Donc il faut qu'on soit sur des événements de plus en plus sécurs, qu'on sache où sont les bateaux et que les AIS fonctionnent. C'est-à-dire que tout ça, ça doit être top. Et je crois qu'on a un service à faire vers le grand public. Les coureurs au large l'ont montré.
un exemple, les stages ISAF qui sont obligatoires pour les coureurs au large qui touchent à leur sécurité. On a en gros 150 personnes qui en ont besoin en France. Il y a plus de 1000 personnes qui ont passé les stages ISAF. Ça veut dire que quelqu'un qui veut aujourd'hui faire une traversée de l'Atlantique à titre personnel avec sa famille, il va se former. Et je crois que ça, c'est très important parce qu'on a valeur d'exemple. Valeur d'exemple pour l'ensemble de la pratique. On a un pays où on a quand même une grande pratique de voile et il faut qu'on soit moteur et que l'expérience des grands champions serve au large public. Et je crois que ça, je crois que la sécurité est un élément essentiel de notre... Et l'information vers le grand public qui soit la plus précise possible, parce que je crois qu'on ne supporte plus de ne pas savoir, d'avoir un point tous les 12 heures. C'est franchement désagréable, quoi. Ce qui va changer, ce qu'on souhaite, ce qu'il change, c'est que, je commencerai par les hommes. Les hommes, non pas les changer, mais faire en sorte que des têtes nouvelles, moi je rêve qu'un Chinois gagne le Tour de France à la voile, qu'il devienne connu, qu'on le voit, qu'on en parle, qu'un Africain gagne le Tour de France à la voile. Et je trouve que la richesse de ce sport, c'est justement cet accès vers des gens peut-être un peu plus accessibles, justement, puisque c'est un sport dur, difficile, compliqué techniquement. Mais pour autant, il faut que nous, organisateurs, on puisse être là aussi pour pouvoir le médiatiser. Et la médiatisation passe par les hommes. Donc il va falloir passer par là. On aura, je pense, des choses intéressantes justement sur cet aspect des équipages à annoncer sur le Tour 2013. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième, c'est d'être effectivement très innovant sur tout ce qui est décliné, tout ce qui est proposé aux différents acteurs qu'on a énoncés, pour les collectivités, pour les partenaires et pour les équipages. Je pense qu'il faut, nous, organisateurs, là aussi, qu'on crée des nouveaux liens, des interactivités peut-être plus productives d'opportunités sur tout ce qui touche aux nouveaux médias. Je pense qu'on a vraiment là un terrain de jeu très intéressant qui démarre en amont de l'épreuve, qui va atteindre des pics pendant l'épreuve et qui après l'épreuve, peut aussi trouver une déclinaison. Et puis, et là, c'est vraiment le cœur du métier d'ASO, c'est d'être en milieu ouvert et de permettre à des gens d'avoir une expérience, de vivre une expérience véritablement sportive et émotionnelle, forte, sans payer un billet. Voilà, c'est ça qui est important, c'est que les gens soient en contact gratuit avec l'événement. Une fois qu'on aura réuni tout ça, bah, écoutez, je pense qu'effectivement, on aura fait du chemin et ça ira déjà mieux. Manfred, ta vision un peu du futur de ce secteur-là ? Bon, innover, effectivement, c'est une chose importante. On a beaucoup d'événements qui sont assez anciens, donc une belle histoire, mais il ne faut pas tomber dans la monotonie. Moi, il y a une des choses qui me frappe le plus, c'est l'évolution du rapport aux médias. Effectivement, de plus en plus, il faut s'adapter à ces médias qui sont eux-mêmes en évolution très forte. On a de moins en moins de dispositifs très lourds, il faut du réactif, il faut des réseaux sociaux, il faut la manière de capter le public est de plus en plus difficile. Et on sait très bien que de cette capacité à capter le public dépend la notoriété d'un événement, de cette notoriété dépend la capacité à trouver des partenaires. Et c'est un cercle vertueux ou vicieux qu'il faut maîtriser. Donc effectivement, innover dans la conception des événements, innover dans les concepts même d'événements, innover dans le rapport aux médias, ça fait, voilà, comme dans toute activité économique, il faut être en veille en permanence. Ça fait du travail. Vous avez l'air relativement optimiste quand même pour l'avenir. Personne, la thématique c'était les nouvelles stratégies en temps de crise. On n'a pas beaucoup parlé de la crise en fait. Bon, la crise, elle passe par la recherche de partenaires, donc c'est notre fer de lance. Et c'est ça qui aujourd'hui nous mobilise principalement en fait. Pour la route du Rhum, vous cherchez Penwick. Si je prends l'exemple de Penwick, et sans prétention, hein, on a l'expertise opérationnelle, mais par contre, ce qui a besoin d'être relancé au quotidien chaque jour, c'est cette recherche de partenaires, c'est de trouver des nouveaux partenaires pour innover, parce que ça a un coût, et aussi pour défricher de nouveaux horizons. Oui, je crois que temps de crise, resserrement, et je crois que depuis des années maintenant, la course au large a connu une profonde évolution. Je crois que le côté pur aventurier, des gens qui se lançaient sans avoir une formation, aujourd'hui on a des gens qui sont cadrés, formés, il y a des centres de formation, enfin des pôles d'excellence, et je crois qu'on n'arrive plus comme ça à se présenter à un départ de transat parce qu'on a envie de faire une transat, comme on a pu le connaître
il y a 25 ans. Donc je crois que notre monde se prépare de mieux en mieux. Et effectivement, c'est les meilleurs qui vont trouver les partenaires, et, comme toujours, je crois. C'est pareil pour les courses. Voilà. Et les petits canards, les vilains canards, je crois qu'ils vont se retrouver sur le bord de la route. Et je crois que c'est la vie, tout simplement. Moi, je suis effectivement plutôt très optimiste, de nature, mais je le suis particulièrement sur le Tour de France à la voile, parce que en termes de ratio d'euros investis, on en a déjà parlé. Et je pense que le retour, il est là, il est vraiment là. Et alors, il faut faire ça avec des paliers, parce que la tentation, ce serait de prétendre qu'on va faire réussir des recettes avec la magnitude de ce qu'on a sur certaines de nos autres épreuves, le Tour de France ou le Dakar. Ce sera jamais la même chose, ça prendra du temps. Par contre, encore une fois, ce travail quotidien d'aller chercher tous les retours possibles pour l'ensemble des partenaires, c'est là-dessus qu'on travaille. Et le maître mot, c'est à la fin d'être profitable. Donc il faut aussi que l'entité en elle-même, elle puisse gagner un peu d'argent. Bon, la crise, oui, on est en crise, donc on sait que chaque euro est difficile à trouver en ce moment, c'est sûr. En même temps, le marché s'est resserré, mais une fois de plus, je pense qu'on peut être relativement optimiste sur le développement. Il y aura toujours des grands événements, il y a toujours la possibilité d'innovation, il y a toujours la possibilité de nouveaux événements, même si elle est plus difficile à mettre en œuvre. Donc, une fois de plus, il faut travailler, c'est des choses vraiment basiques. Je pense qu'il faut travailler sur la qualité, il faut travailler sur la pérennité, il faut travailler sur le retour aux partenaires, aux collectivités, etc. Il faut maîtriser les budgets, c'est fini l'époque des budgets obscurs. Aujourd'hui, il faut justifier les budgets. Donc, toutes ces choses-là, mais à partir de là, il n'y a aucune raison de ne pas avoir de l'espoir sur les prochaines années. Très bien, merci à tous les quatre. Vous pouvez les applaudir. Merci Pile. Merci bien, et puis on va passer à la deuxième table ronde.